On revient donc au débat avec l'écrivain et universitaire Abdelkader Ben Arab et le peintre Bachir Yanat. Abdelkader, donc, on disait qu'il y avait une intelligentsia qui avait des positions nettes, on va dire, contre le culte musulman. Peut-être que c'est dans l'air du temps. Hein, les pays occidentaux aujourd'hui vont sur un chemin assez dur par rapport à tous les gens qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit l'ensemble des pays et l'ensemble, si vous voulez, du peuple européen. Ce n'est pas, j'allais dire, la masse européenne ni la masse française en général, même la masse universitaire. Et ce sont quelques-uns qui sont très hostiles à l'islam, qui viennent d'horizons divers, naturellement, culturels, communautaires, etc., et qui, assurent ce continuum historique, si vous voulez, de l'islam. Ils vont jusqu'à la racine, c'est-à-dire à l'avènement de l'islam au VIe siècle, où l'Église, et puis c'est une idée qui est nourrie par l'Église, par un point de vue chrétien. Est-ce que cette idée, Abdelkader Ben Arab, n'est pas nourrie par l'islamisme? Oui, par certaines pratiques de beaucoup de musulmans. Absolument, on peut considérer. C'est-à-dire, avouons-le quand même, hein, oui, certains islamistes font du tort à l'islam. J'ai écrit un article, je ne veux pas parler où je l'ai publié pour pas faire de la publicité. Il n'y a pas de problème. Voilà, que j'ai intitulé « Musulmans, où allons-nous » Donc il y a tout un regard sur soi, tout un jugement, une autocritique, si vous voulez, sur les musulmans, sur le comportement. Il y a aussi, nous avons une part de responsabilité, c'est clair. Mais cette part de responsabilité ne permet pas d'aller jusque-là, ne permet pas de franchir certaines limites fausses, infranchissables. Le fait, par exemple, que Benoît XVI, qui est le prélat de la chrétienté, qui représente, si vous voulez, le point de vue le plus haut, le plus autorisé de la chrétienté, fasse des déclarations tonitruantes hostiles à l'islam, en traitant l'islam de mauvaise religion, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi l'islam? C'est une contrefaçon de la religion chrétienne. En revanche, Abdelkader Ben Arab, le nouveau pape ne le fait pas, bien au contraire. Alors, non seulement, c'est pour vous dire que c'est une minorité qui le fait, non seulement le nouveau pape ne le fait pas, mais même l'ancien pape, c'est-à-dire Jean-Paul II, était quelqu'un très favorable au dialogue islamo-chrétien. C'était quelqu'un de très ouvert et de très tolérant. Donc ces gens-là, si vous voulez, forment une minorité. Mais ce qui est assez critique, ce qui est assez dangereux et grave, c'est que les médias leur donnent, si vous voulez, la voix au chapitre et leur donnent, si vous voulez, la possibilité de le dire publiquement. Et on a l'impression que c'est toute la France qui est contre l'islam, mais pas du tout. Eh bien, heureusement que ce n'est pas toute la France qui est contre cette religion. Bachir, quand on dit aujourd'hui, quand on parle de l'intégration, hein, toi qui vis en France maintenant depuis quelques années, qu'est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il faut s'intégrer? Est-ce qu'il faut oublier ses racines? Quel est ton avis, Bachir? Moi, je dirais qu'il faut s'intégrer et pas oublier les racines. Voilà. Donc, on a toute une vie en arrière. Il y a l'enfance. Bien sûr. Les racines elles-mêmes, c'est la langue. C'est la culture. La culture en général. Donc, intégrer à la société, on est obligé d'intégrer à la société. On travaille, on parle la langue aussi. Bien sûr. On a nos amis, on a les habitudes, et donc c'est une obligation, l'intégration. Il y a aussi peut-être des éléments du pays d'accueil qu'il faut respecter aussi. Ah oui, ça c'est très important. Est-ce que ceux qui viennent d'ailleurs sont obligés d'imposer par exemple leur point de vue religieux? Moi, je ne suis pas vraiment religieux, mais je suis beaucoup plus laïque. Je suis quelqu'un de tout le monde et mondialement, je suis avec toutes les religions. Tu es pour la tolérance? Oui, la tolérance, il faut être un humain et ça c'est le plus important, et être mondialiste et revoir une autre vision à part la religion. On vit dans un monde qui change et il y a beaucoup de choses à changer, c'est vrai, mais il faut aussi
beaucoup de tolérance que les autres. Beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour peut-être Ouais, aussi. l'amour, Hein, c'est l'artiste important, et le c'est- poète qui ouais. parlent en toi, bien Ça, sûr. c'est important. Peut-être on est en manque d'amour, c'est pour ça qu'on est un petit peu perdu dans le monde. Et voilà. Certainement, ouais. certainement. Et Quand aller- on manque d'amour, ouais. on est perdu dans le monde. Voilà. C'est bien dit, c'est vrai. C'est vrai. Abdelkader, et toi, hein, qui est là aussi en France depuis très longtemps, le mot intégration, qu'est-ce qu'il peut dire, il peut dire aujourd'hui? Il veut dire tout, en même temps rien. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour cette intégration, Oui. et encore moins pour l'assimilation, naturellement. Oui. L'assimilation, c'est vraiment la négation de l'individu. L'intégration par rapport à quoi? Moi, je suis pour une non-intégration. Alors, quand je dis ça, par rapport à quoi? Intégrer, ça veut dire intégrer le corps d'un Français, rentrer dedans, dans son moule fusionnel et devenir Français. Il n'accepte pas l'individu. Donc, ce sont des gens. Nous avons des Français qui, j'allais dire, comme ça, par appellation générique, on dit d'origine étrangère ou venant de la diversité, etc., qui sont là. Ils ont le droit de porter ce qu'ils veulent, à condition de ne pas gêner l'autre. En quoi, moi, ça me gêne que quelqu'un porte le voile, ou porte la gandoura kabyle, ou porte le chèche des sikhs hindous? En quoi ça gêne? Si cette personne travaille, paye ses impôts, est respectueux envers le voisin, et il respecte la règle démocratique générale, en quoi? Ça, c'est des discours de gens qui sont racistes. C'est du racisme, ça. L'intégration, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi, moi, je pourrais gêner un Français si, par exemple, moi, je parle la langue arabe. Les Français en Algérie parlent français jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi eux ne sont pas intégrés? Pourquoi ils n'ont pas mis des gondouras? Non, ils ont gardé leur personnalité. Tant mieux, je veux dire. Moi, je suis tout à fait pour que chacun ait... Est-ce que les Français pratiquant la religion chrétienne sont respectés en Algérie? Ben, d'abord, ils sont peu nombreux. Ils sont Ils sont peu nombreux, très peu effectivement. Et- mais on ne les voit même pas. Alors, maintenant, le débat est porté sur un Peut-être problème. que l'Algérie aussi est l'un des pays les moins extrémistes. Hein. Est-ce qu'on pourrait voir une église en Arabie Saoudite? Moi, je suis tout à fait favorable, je le dis solennellement, à ce qu'il y ait des représentations d'autres cultes dans les autres pays. En Algérie ou en Arabie Saoudite, pourquoi pas? Il se trouve, Abdelkader, qu'il n'existe pas en territoire d'islam. Donc les pays musulmans ont beaucoup de retard. Ce n'est pas le peuple musulman, ce sont les autorités qui ne le permettent pas, si vous voulez. Si par exemple l'Arabie Saoudite, qui œuvre pour instaurer sa religion dans d'autres espaces, par exemple que l'Arabie Saoudite, dans d'autres espaces, des espaces non arabes et non musulmans, libre à elle de lutter pour, si vous voulez, promouvoir cet islam, mais encore faut-il qu'elle puisse elle-même accepter ce que les autres lui acceptent, si vous voulez. Donc il faut être dans la tolérance. En Arabie Saoudite, on n'accepte même pas les autres rites musulmans. Voilà. Mais l'Arabie c'est pas Saoudite, seulement les autres religions. Monsieur Youssef, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas, si vous voulez, les Saoudiens. C'est le pouvoir des Saoudiens, c'est un pouvoir rétrograde, c'est très bien malheureusement. que tu le signales, parce que Voilà. effectivement, ce pouvoir Le peuple, c'est saoudien autre chose. a de très bons rapports avec les pays occidentaux. Moi, je défie tous ces racistes s'il y a un Français en Algérie qui a été agressé, qu'on a empêché de pratiquer librement son culte et sa religion. Sauf peut-être des campagnes orchestrées par-ci par-là, mais dans la règle générale, non. Moi, je connais très bien le christianisme et je suis très tolérant envers cette religion. Si, il y a eu des exactions hein, en Kabylie et dans le sud, on a empêché des églises protestantes de fonctionner. C'est l'État, bien sûr. Ah, oui, donc moi je ne... Oui, mais ces sujets sont sensibles. Hein. Donc les réactions de certains intellectuels français peuvent découler de cela. Oui, mais ça, c'est un phénomène très marginal, très franchement. Je ne pense pas que l'islamophobie actuellement, je ne pense pas que ça soit l'expression et, si vous voulez, l'écho de ce qui s'est passé, par exemple, en Algérie, dans le sud de l'Algérie. Je ne pense pas que ce soit ça. Non, je pense que c'est une pensée entretenue. Certains intellectuels trouvent des brèches pour tenir ce discours. Foncièrement et viscéralement anti-musulmans et anti-arabes en général, c'est-à-dire qu'ils se placent dans une rhétorique de l'altérité tout à fait négative. Ils sont pour, si vous voulez, le non-être.
le non-étranger, ils sont contre l'étranger, forcément. Eh ben, moi, je ne vois pas pourquoi ces gens-là. D'ailleurs, je vous signale à titre d'exemple, et c'est très important, un livre de deux auteurs maghrébins d'ailleurs, deux auteurs français, j'allais dire d'origine maghrébine, et qui ont sorti un livre qui s'appelle L'islamophobie, par deux jeunes auteurs qui sont des intellectuels également, et surtout des militants associatifs qui essaient de placer le débat sur un, si vous voulez, sur une base saine, si vous voulez. Est-ce que c'est une base saine quand on supprime les identités pour les remplacer par uniquement l'élément musulman? Aujourd'hui, les gens qui se revendiquent de défenseurs de l'islam et donc qui luttent contre l'islamophobie ignorent leur identité et ne parlent que de leur identité musulmane. Est-ce que l'islam est une identité? C'est une identité. Seulement ces gens-là... L'islam est une religion, Abdelkader Benarab. Oui. Non, mais l'islam, c'est pas un culte seulement. C'est un culte, mais c'est pas un rite et un culte. Il y a une dimension extraordinaire dans l'islam. C'est déjà une société. La dimension la plus intéressante, c'est celle qui est spirituelle. Pas seulement. Pas seulement. La meilleure, c'est celle-ci. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle soit spirituelle. C'est la dimension politique qui est plus importante. C'est la dimension scientifique, c'est la dimension politique, c'est la dimension sociale, c'est la dimension de l'amour dont notre ami Bachir vient d'évoquer justement ce problème. C'est ça la spiritualité. C'est tout ça, la spiritualité. L'islam, c'est pas une mystique. Est-ce que les défenseurs de l'islam, est-ce que ceux qui en France aujourd'hui se disent dans une lutte contre l'islamophobie ne sont pas là pour des calculs politiques, peut-être même pour se placer sur l'échiquier politique dans l'Hexagone? Alors moi j'aimerais répondre déjà à votre question, la problématique identitaire. Oui. Alors, si ces militants qui essayent, je voulais, de contrer, si vous voulez, ce sentiment hostile à l'islam qui s'appelle l'islamophobie, parce que tout simplement, c'est l'identité de l'islam qui est attaquée. Ce n'est pas seulement l'immigré traditionnel en tant qu'individu, en tant qu'entité sociologique qui vient travailler et partir. Mais pourquoi ces gens-là ne défendent pas, par exemple, l'identité berbère quand elle est complètement oubliée, complètement occultée? Parce que l'identité berbère en France n'est pas, si vous voulez, réprimée. Elle n'est pas encouragée non plus. Excusez-moi. Nous sommes sur un terrain, en France, où il y a un élément qui est attaqué. Donc, nous répondons à cet élément précisément. Si maintenant vous placez le débat de la berbérité en Algérie, je pourrais vous dire un mot. En France aussi, hein, c'est pas seulement l'Algérie. En France, oui, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, cette campagne extraordinaire orchestrée contre les musulmans, tous les musulmans, qu'ils soient je veux dire, de sensibilité ou de fibre ou de berbère ou pas, tous les musulmans, parce que la berbérité aussi fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'islam aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont musulmans. Pas forcément, Abdelkader, attention, elle peut faire partie, mais les berbères sont un peuple qui peuvent avoir plusieurs religions ou ne pas avoir de religion du tout. Non, j'ai dit plusieurs berbères appartiennent à la religion musulmane. Bien sûr. Ça ne veut pas. Il y a des berbères qui sont laïcs. Il vient de le dire notre ami. Nous ne sommes pas tous des militants de l'islamisme, pas du tout. Je n'ai pas d'islam. D'ailleurs, on te connaît, Abdelkader. Tu n'es pas un militant de l'islamisme. C'est clair. D'ailleurs, c'est simple. Il n'y a pas de contrainte en religion. Les gens qui exploitent la religion à des fins politiciennes et à des fins idéologiques, c'est malheureux, c'est eux qui entachent cet islam et cette communauté musulmane. Moi, je défends le respect humain. Je défends la personne humaine, la valeur humaine. Je veux dire, je suis contre ces gens-là, contre ces islamophobes foncièrement racistes, d'ailleurs, qui se promènent, qui vont dans nos pays, qui vont au Maroc, qui sont très bien reçus, pour information, bien sûr. Hein. C'est contre ça que je m'élève. Mais je suis entièrement pour l'identité aussi berbère, je suis entièrement pour la culture berbère, je suis un grand défenseur des langues maternelles. On ne peut défendre une identité sans commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire la base, qui est la langue maternelle. La langue maternelle est l'élément constitutif de l'identité de l'individu. C'est vraiment le garde-fou. C'est vraiment, si vous voulez, cette manière, si vous voulez, cette manière d'appréhender, ce sont les modes d'appréhension de la vie qui constituent cette identité.
Alors qu'elle soit berbère, mozabite, judaïque, arabe, etc., ça c'est un autre problème. Mais là, j'ai répondu ponctuellement à une question brûlante qui s'appelle l'islamophobie. Il n'y a aucun problème. Bachir, donc on a fêté, il n'y a pas longtemps, donc Yennayer, cette fête qui est célébrée dans toute l'Afrique du Nord. Et en France, cette année, elle a été fêtée dans plusieurs endroits. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te fait chaud au cœur de voir tant d'événements un peu partout pour fêter et cet événement de Yennayer et surtout la culture berbère? Oui, ça fait beaucoup chaud. Yennayer, donc c'est une fête, on peut dire, beaucoup plus qu'on est chez nous. Bien sûr. Donc moi je me souviens, Yennayer, on l'a fêté spontanément comme ça. Je me souviens, ma mère elle me disait Yennayer, comme ça, c'était un repas traditionnel et on parlait, c'était le 12 janvier, c'était tout juste janvier. Oui. Entre-temps, je pense que ce nouvel an devait exister depuis 2000 d'années. Bien sûr, on le célèbre maintenant depuis l'accession de Chechnak au niveau donc, pharaonique, donc, puisqu'il a régné sur la 22e dynastie pharaonique en Égypte. Ça remonte à très loin. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'était ton sentiment par rapport à... Il y a eu des expositions de peinture aussi à l'occasion. Hein, donc, oui. Cette fête est aussi l'occasion pour promouvoir toutes nos cultures, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une occasion qu'on puisse se réunir dans une atmosphère de joie. Conviviale, bien sûr, de partage. Oui, de partage. Voilà, et justement, l'autre jour, tu étais en discussion avec Boudjma, le peintre, et apparemment, il y a possibilité de faire un réseau de peintres algériens en France. Oui. Et ça j'aimerais bien de revoir Boudjma. Ça, c'est une bonne idée quand même, c'est de faire connaître la peinture algérienne en France, n'est-ce pas? Oui. Apparemment, eux, ils sont déjà engagés sur ce chemin et c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oui, très bonne idée. J'aimerais bien qu'on rediscute pour faire tout un événement. Peut-être faire des expositions collectives ici et là, pas seulement à Paris d'ailleurs. Oui, et pourquoi pas, oui. Ça serait très intéressant pour faire sortir peut-être de l'oubli d'anciens peintres et faire connaître de nouveaux. Oui. Abdelkader, on va parler un peu de l'Algérie et de son actualité. Hein. Donc, toi qui vas souvent en Algérie, hein, l'Algérie d'aujourd'hui, semble-t-il, hein, elle arrive dans un carrefour et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne va pas dire comme les Européens disaient de la Turquie, the sick man, c'est-à-dire l'homme malade, l'Algérie malade. On ne va pas centraliser la discussion sur un seul homme. L'Algérie, c'est un pays immense, c'est un continent, c'est 38 millions d'habitants. Hein. Il n'y a pas qu'un seul homme dans ce pays. Et une diversité extraordinaire aussi. Bien sûr. Voilà. Et donc, vous voulez que je parle... Je disais, c'est semble-t-il un carrefour. Hein, donc, oui, le chef de l'État est très malade. Sa succession pose problème. Est-ce qu'il y aura de vraies élections? Qu'est-ce que va faire le régime? Du moins, il vient de signer il convoque donc décret, le corps électoral. Le corps électoral pour le 17 avril donc, prochain. C'est déjà l'information que nous avons d'une manière officielle. Maintenant, au-delà, on ne sait rien. On ne sait pas ce qui va réellement se passer. C'est ce que je disais, c'est le flou. C'est le flou parce qu'il y a beaucoup de candidats qui vont se présenter. Et je pense que sur l'ensemble des candidats, il n'y en a pas 2 ou 3 qui soient vraiment capables de mener cette Algérie, sinon que des surenchères électorales et puis une politique politicienne. C'est une véritable supercherie. Donc là, ils sont là pour essayer de circonvenir un peu le citoyen et le tremper dans ses attentes et dans ses aspirations. Nous attendons qu'il y ait un référendum, enfin un vote tout à fait, d'abord... Une élection correcte, du moins. Une élection tout à fait légitime, sans tricherie aucune, d'une part, et puis surtout des éléments qui soient capables. Moi, j'attendais, je souhaite qu'il y ait aussi des éléments venant aussi d'autres horizons que l'Algérie, c'est-à-dire venant d'ici, de
de la Belgique, de la Suisse, du Canada, etc. C'est-à-dire des Algériens de la Absolument. diaspora qui se présenteraient. Et qui ont tout à fait le droit, tout à fait. Est-ce qu'ils connaissent le pays réellement? Pourquoi pas, oui. Peut-être que c'est des gens qui connaissent peut-être mieux le pays que les autres, parce qu'ils ont été tout simplement très sensibles justement à ce mal qui ronge l'Algérie, à ces mauvaises gestions. Oui, bien sûr, ils peuvent apporter peut-être des solutions qu'ils ont vues ailleurs. Tout à fait, ils sont tout à fait algériens, ils n'ont jamais été déchus de leur nationalité d'origine, et ils pensent donc algériens, ils ont toute la sensibilité algérienne, ils ont tout à fait le droit donc de se présenter, de parler au peuple, de présenter leur programme, et surtout de présenter un programme en le discutant avec le peuple, avec les gens. C'est ça qui est important. Tout le reste, si vous voulez, ce n'est que, si vous voulez, que quelques simagrées comme ça et quelques... Et à ton avis, Abdelkader Benarab, donc je le répète, hein, tu suis l'actualité algérienne de près puisque tu y vas souvent, hein, tu connais l'état de nos universités, de nos universitaires. Est-ce que les décideurs peuvent oser une vraie élection? Qui sont ces décideurs d'abord? Est-ce qu'ils osent une vraie élection? D'abord, nous le souhaitons. Nous souhaitons qu'il y ait une véritable... Vu la conjoncture. Maintenant, ce qui est malheureux un peu dans l'analyse, si vous voulez, si on adopte une attitude analytique par rapport à l'Algérie sur le plan politique, idéologique et de la décision générale, c'est que nous constatons que tout est centralisé, tout est focalisé autour d'un petit groupuscule à Alger qui font la pluie et le beau temps, et que toutes les autres sensibilités, tout le peuple ne compte pas. La société civile n'a pas d'existence en Algérie. Il y a une société civile qui n'existe pas. Est-ce qu'on a permis à la société civile autonome d'exister, Abdelkader Benarab? Alors, on n'a certes pas permis, peut-être. La société civile n'a pas accédé, si vous voulez, à cette pensée, à cette idée de se démocratiser d'abord et d'essayer d'expliquer au peuple, mais aussi, je mets aussi le doigt aussi sur un problème qui est aussi la responsabilité. Vous évoquiez tout à l'heure les universités, et je trouve quand même que nous nous trouvons dans un état, dans une stagnation, dans un état, puisque notre ami est anesthésiste, donc une société totalement anesthésiée. Le parallèle est intéressant là. Voilà, tout à fait anesthésiée justement par certains décideurs algériens, naturellement, bien sûr, ceux qui ont les rênes et le pouvoir, et ils n'ont pas du tout intérêt à ce que les gens, à ce que le peuple prenne conscience, à ce qu'il y ait une conscience réelle, politique, sociale, économique, idéologique, etc. Si je te comprends bien, hein, les conditions d'une élection correcte ne sont pas aujourd'hui présentes. À moins d'un miracle. Il faut peut-être attendre, nous n'avons pas encore... C'est déjà à voilà. côté. Hein. S'il y a élection, c'est le mois d'avril. C'est juste à côté. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, vu le contexte, on reste un peu sceptique et circonspect par rapport, si vous voulez, à tout ce qui va se passer, malheureusement, parce que ça ne va être qu'une répétition, si vous voulez, une réitération du passé. Et c'est encore, si vous voulez, ce malheureux continuum historique auquel nous avons du mal à échapper, quoi. Exact. Bachir, toi aussi, tu as été au pays, je crois, au mois de novembre passé, et tu m'avais parlé encore de ces problèmes de l'administration. Comment est-ce que tu as trouvé cette administration? Comment est-ce que tu as vécu ce court séjour en Algérie? Mon court séjour, ça a été pratiquement bureau, paperasse, pour régler un petit problème qui demande quoi, peut-être 1 heure, peut-être tout juste. Seule 1 heure. Ouais. 1 heure. Si on voulait le régler, bien sûr. Oui, c'est pas. Ce qui m'étonne beaucoup plus lorsqu'on fait une copie d'un papier d'État, par exemple la pièce d'identité, ça ne sert à rien de faire une photocopie légalisée, tout ça, et peut-être une copie, peut-être c'est suffisant, et de demander des extraits de naissance pour la ouverture, ou bien des trucs chez l'huissier pour faire une procuration. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande de l'argent pour faire des papiers comme l'extrait de naissance au niveau des administrations?
Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu dire ça, tout avec En tout l'argent cas, qui marche, les gens le disent. Je te Oui, demande oui, comme oui. ça si toi-même tu as eu à affaire hein, à ce genre de pratiques. C'est des pratiques qui ne devraient pas exister, bien sûr. Non, qui ne devrait pas être existé. Mais ce qui est malheureux, on ne sait pas par exemple, une traduction qui demande une petite feuille de rien du tout, 2000 dinars. Pour quelqu'un de citoyen 2500, une petite traduction de rien Oui, du pour tout. un smicard en Algérie, Ouais. c'est une somme importante, n'est-ce pas? Et ça pour un smicard. Et il y a des gens qui n'ont pas d'argent et tout ça. Et je trouve vraiment, je me pose la question. Mais en plus de l'administration, tu as respiré quand même l'air du pays. Peut-être même que tu as été inspiré un peu pour d'autres peintures, non? Oui, j'ai fait pas mal de toiles. De toiles en peinture que je les présentais sur la toile internet qu'ils ont aimé et aussi sur l'exposition. Ils sont tous dans l'exposition et c'était vraiment... Eh ben c'est magnifique. Ouais. Abdelkader, tu souriais quand je parlais de l'administration. Alors, tu as un mot à nous dire sur ça. Non, mais j'étais un peu, je suis solidaire de mon ami Béchir, mais en même temps, parce que c'était un court séjour au cours duquel il a été court-circuité un peu, administrativement parlant. Et le fait d'introduire ce concept de commercialisation de l'état civil et de ça, c'est malheureux. Enfin, moi, je n'ai pas eu affaire à ça directement, je n'ai jamais... Tu as entendu parler quand même, oui, n'est-ce oui, pas? tout à fait, comme tout le monde. Ça entre dans le gros chapitre de la corruption, naturellement. Et puis, voilà, c'est tout. Mais très franchement, moi, j'ai jamais eu affaire à ça personnellement. Mais c'est malheureux qu'il y ait de tels, si vous voulez, de tels blocages, de telles lourdeurs administratives. Et puis, rappelons aussi que nous héritons directement, c'est un legs tout à fait jacobin, je veux dire tout à fait français, le fait d'avoir toute cette lourdeur administrative et à laquelle nous avons du mal à nous soustraire, quoi. Donc si nous voyons par exemple certains systèmes, c'est un régime anglo-saxon, ils ont une administration et une paperasse très allégée par rapport à ce qui se passe en France. C'est la vérité, oui, c'est un héritage aussi colonial. Et puis nous arrivons donc à la fin de l'émission, malheureusement. Hein. Peut-être un dernier mot, Bachir? Je vous remercie pour cette émission. Je t'en prie. C'est une première pour moi et tout est nouveau pour moi aussi. Je remercie ceux qui m'encouragent actuellement et aussi quelques amis que je mets en parenthèse. Je les remercie beaucoup. Et si vous voulez voir mon expo, je suis toujours dans le 16e. Tu peux nous donner l'adresse même? Ouais, tu peux la dire. 11 rue Chardon-Lagache. D'accord. Voilà. Eh bien, Bachir, bonne continuation et à la prochaine hein, aussi. Abdelkader Benarab, peut-être qu'on a oublié quelque chose aussi? Non, pas. On a à peu près fait le tour de la question. On n'a pas toujours le temps de développer tout ce qu'on veut développer, mais je réitère toujours mes compliments et mes remerciements vers cette chaîne qui nous donne justement la possibilité de parler, de s'exprimer. Je la remercie toujours parce que d'autres chaînes nationales ou même internationales ne nous donnent pas toujours l'occasion de nous exprimer aussi librement et aussi démocratiquement. Merci à toi, Abdelkader Benarab, d'être revenu dans le graffiti. Je te dis aussi bonne continuation. Merci. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir entendus, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.